moi sur ce plateau Madame Pépessi Ogoulingende. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, madame. Alors, je précise que vous êtes la présidente de l'ONG Malachi et vous avez, lors de ce salon, co-animé un atelier sur la paix et la sécurité pour une visibilité effective. Comment, déjà, première question, les femmes peuvent être intégrées dans ces questions de paix et de sécurité? Merci. Déjà, remercier et féliciter les organisateurs du salon. Dire que ces questions de femmes, paix et sécurité ont été prises en compte dans le cadre de la résolution 1325 d'octobre 2000 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui demande justement que les femmes soient impliquées dans les questions de développement et notamment dans les processus de paix. Donc au cours de ces travaux, nous n'avons fait que rappeler l'existence de cette résolution ainsi que les résolutions connexes et faire le point dans chaque pays et nous rendre compte qu'au niveau de l'Afrique, c'est une résolution qui va être célébrée l'année prochaine. Nous allons célébrer les 20 ans et qui est encore méconnue par les femmes elles-mêmes et par certains dirigeants qui n'ont pas traduit cette résolution en actes, puisqu'il était question de prendre des plans, d'adopter des plans d'action nationaux. Et nous avons ensemble décidé que nous allons porter la voix des femmes d'Afrique, non seulement auprès de nos gouvernants, pour rappeler l'importance de cette résolution qui met également l'accent sur la prévention. Donc il faut savoir que le conflit, il est souvent d'abord latent avant qu'il ne soit un conflit armé et que les questions de paix sont des questions qui concernent le quotidien de chacun de nous. Rien que le manque d'accès aux services sociaux de base et toute forme de frustration, les questions de pauvreté sont vraiment la source de nombreux conflits dans le monde. Donc les femmes sont les premières concernées, mais elles peuvent également être du côté de la solution. Alors, vous faites bien de préciser que même au-delà du conflit, on pourrait parler de ces questions de paix et de sécurité qui sont interliées aux questions de développement. Comment, lorsqu'une femme est dans un pays où il n'y a pas de conflit, elle pourrait réagir à ces questions de paix et de sécurité? Et comment celle qui se trouve plutôt en zone de conflit pourrait réagir et apporter sa contribution? Dans les zones de conflit latent ou de non-conflit, on va mettre l'accent sur la prévention. On a vu que les questions de pauvreté, de marginalisation, de discrimination étaient souvent la source des conflits. Donc c'est là qu'on arrive à l'autonomisation. Donc permettre à ces personnes vulnérables d'être à l'abri du besoin, de renforcer leurs capacités pour entreprendre l'autonomisation économique, leur permettre également d'accéder à leurs droits universels, les droits humains. Et pour celles qui sont en zone de conflit, renforcer la protection des femmes et des enfants. Parce qu'elles sont le plus souvent exposées. Exposées, voilà, ce sont les premières victimes. Elles sont déjà des armes de guerre. On voit comment dans les situations de conflit, les femmes sont victimes de viols, elles sont veuves. Donc vraiment, c'est de renforcer vraiment la protection pour qu'elles ne soient plus justement ces personnes qu'on utilise comme de la chair à canon et également les aider dans le cadre du post-conflit pour pouvoir permettre leur réinsertion sociale et leur réinsertion économique. Parce que vous savez que lorsqu'on a vécu dans une zone de conflit, on a on peut dire des blessures émotionnelles, les psychologues donc ils font un travail d'accompagnement et souvent on a tout perdu. Il faut justement reconstruire en fait la vie sociale et la vie économique. Donc il y a des programmes justement pour ces femmes-là, mais c'est d'abord qu'elles aient conscience que même là où on va prendre la décision, parce que pour mettre fin également à un conflit, il y a des rencontres, mais que les femmes doivent être là présentes pour expliquer et donner leur point de vue pour que leurs besoins spécifiques soient pris en compte dans le cadre de la solution également. Alors vous parliez de la résolution 1325 qui est importante pour ces questions de paix et de sécurité. Comment au niveau du Gabon, le pays s'est approprié cette résolution-là? Bon, il faut savoir que nous ne sommes pas les premières. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par nos aînés, mais la faiblesse du Gabon, c'est que nous n'avons toujours pas de plan d'action national pour la paix. Parce que c'est ce plan qui montre l'engagement du gouvernement à
mettre en œuvre la dite résolution. Ça devient un peu la feuille de route qui retrace en fait toutes les actions prioritaires qui vont être menées. Mais nous pouvons dire que dans le cas du Gabon, le plan d'action de la décennie de la femme a intégré parmi ces actions l'adoption de ce plan. Et dernièrement, le gouvernement a adopté également, a décidé de la mise en place d'un comité de pilotage pour l'élaboration et l'adoption de ce plan d'action. C'est vraiment une grande avancée. Au niveau de l'Afrique centrale, le Gabon est le premier pays à avoir envoyé des femmes à Bangui dans les missions de maintien de la paix. C'est grâce à cette résolution parce qu'elle demande justement qu'on associe les femmes dans les activités de maintien de la paix. Donc, mais il y a un grand travail de vulgarisation à faire et ce plan d'action national pour la paix pourrait donner plus de visibilité sur tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que de nombreuses choses sont faites, de nombreuses activités, des actions qui vont dans le sens de la loi sur les quotas. Oui, voilà, donc plus de représentativité des femmes, même s'il y a un bémol par rapport à la mise en œuvre, mais nous savons que ce texte est là et que les femmes doivent être représentées à 30%, que ce soit dans les sphères décisionnelles. Donc c'est un acquis. C'est un acquis, même si la mise en œuvre, il y a quelques balbutiements, parce qu'on a vu dans le dernier gouvernement que les 30% n'ont pas été respectés, mais nous croyons que c'est déjà un acquis. Donc, mais tout ça ne peut avoir plus d'action et d'impact et de visibilité si c'est contenu dans un document que tout le monde peut consulter et permettre une meilleure évaluation. Une feuille de route, comme vous le signifiez. Voilà. Alors, au niveau de votre ONG, parce qu'il s'agit de l'ONG Malachi et qui a pour mission la lutte contre la pauvreté, la question du genre, les questions d'environnement et de paix et de sécurité, comment vous, à votre niveau, vous accompagnez les femmes au quotidien pour ces questions-là qui sont vos missions premières? Bon, il faut savoir que le champ est tellement vaste, les besoins, vous voyez, on a parlé de l'accès des services sociaux de base. Lorsqu'on prend la pyramide de Maslow, on se rend compte que de nombreuses femmes sont encore concernées par les besoins primaires. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à se nourrir, qui n'arrivent pas à se loger, qui ont vraiment les besoins élémentaires. Donc il y a un travail justement d'accompagnement en termes de renforcement des capacités. D'abord parce que ces femmes ont besoin d'être outillées. Souvent, vous savez, le plus dur dans les questions de pauvreté, c'est qu'elles touchent aussi le mental. C'est-à-dire que ces personnes arrivent à vivre dans un environnement de fatalité. Donc il faut d'abord leur demander, il faut les accompagner pour qu'elles puissent prendre déjà courage de se dire qu'on peut changer vraiment cette situation. Donc nous faisons de nombreux programmes de renforcement des capacités, un travail de proximité. Ensuite, nous arrivons jusqu'à l'autonomisation économique à travers la mise en place de microcrédits. Nous l'avons fait déjà au sein de l'ONG. Nous avons lancé un programme dénommé AVEC. Est-ce que vous avez des chiffres? Oui. Nous pouvons peut-être pas vous donner des statistiques exhaustives, au moins des estimations. Mais au moins pour l'année 2019, dans le cadre du programme, nous avons accompagné 100 femmes de deux principaux marchés, des femmes du marché d'Akanda et des femmes du marché de Venez Voir. Parce que l'idée, c'est d'abord d'emmener ces femmes qui ont des revenus à acquérir la culture de l'autonomisation, la culture de l'épargne. Parce qu'on s'est aussi rendu compte que beaucoup de femmes avaient quelques ressources mais ne savaient pas comment les dépenser. Donc nous, il y a un travail d'éducation pour leur donner les outils en termes de priorité. Lorsqu'on a de l'argent, par exemple pour une femme, le plus urgent, ce n'est pas d'aller peut-être au salon de coiffure, mais c'est de penser à l'alimentation qui est le premier besoin. Donc il y a un travail d'éducation, donc on a un module qu'on appelle les compétences de vie pour leur permettre de prioriser les dépenses. Nous avons vu aussi l'impact des pesanteurs culturelles parce que beaucoup ont de l'argent, mais dépensent pour les retraits de deuil, pour les mariages et ainsi de suite, mais n'investissent pas directement pour leur bien-être, pour améliorer leur qualité de vie. Donc il y a tout ce travail de renforcement des capacités et d'accompagnement en termes de financement, soit l'accès aux différents établissements de microfinance
qui sont sur le terrain, mais en interne, au sein de l'ONG, nous avons mis en place un fonds avec, qui permet de disponibiliser des montants modestes, mais c'est beaucoup plus l'accompagnement en termes de formation, en termes d'outils, en termes de compétences de vie qui permet à ces femmes de pouvoir épargner. Mais l'épargne, c'est pour investir et pas pour consommer. Donc il y a vraiment un travail d'éducation de masse à faire pour accompagner les femmes à sortir. Est-ce que votre ONG a également le projet de se tourner vers ces femmes qui sont dans le milieu rural, à l'intérieur du pays? Oui, nous travaillons avec les femmes en milieu rural. Hein. Nous avons des partenaires, puisque nous avons des points focaux sur l'ensemble du territoire. Et c'est vrai que ça nécessite de gros moyens et nous n'allons pas cesser de faire ce plaidoyer au gouvernement pour qu'enfin on puisse avoir un fonds pour la société civile. Parce que ce que les ONG font, le gouvernement ne pourra jamais le faire. Le gouvernement est là pour élaborer les politiques publiques. Bien sûr, maintenant, dans la mise en œuvre, nous avons d'autres acteurs comme ceux de la société civile. Et c'est vraiment un appel, si nous voulons toucher l'ensemble du territoire et de façon dynamique, on essaye d'y aller, mais ça nécessite de gros moyens. Et nous savons que c'est l'arrière-pays qui a des besoins pressants. Elles sont assez fortes, assez organisées. Elles ont besoin d'un coup de pouce, même en termes de formation, de proximité. Et nous espérons qu'avec la solidarité qui a été encore mise en exergue dans le dernier gouvernement, que nous serons entendus pour mutualiser vraiment les efforts afin de sortir vraiment ces 30% de personnes de la pauvreté, comme McKinsey nous a fait savoir. Donc aujourd'hui, nous avons 30% de la population qui est encore au niveau 1 de la pyramide de Maslow. Et ça, nous devons prendre conscience que chacun à son niveau doit œuvrer pour renverser vraiment la donne. Un travail important que mène, un combat que mène l'ONG Malachi. Merci à vous, Madame Pepesi Ogulinguede, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Madame. Je rappelle donc que vous êtes la présidente de l'ONG Malachi, qui œuvre pour la lutte contre la pauvreté, les questions de genre, d'environnement, mais également de paix et de sécurité. Merci encore. C'est moi, Madame. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24. Merci.